Le sexisme existe partout dans la société et la médecine n'échappe pas à la règle. Est-ce qu'on aurait posé le même diagnostic chez un homme et chez une femme? Est-ce qu'on propose les mêmes examens médicaux à des hommes et à des femmes? Quand on regarde le Mediator, Dépakine, Essure, Agréal, quand on revient sur tous ces scandales, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un nombre écrasant de femmes parmi les victimes. Les deux femmes que vous venez de voir très brièvement, elles s'appellent Delphine Bauer et Ariane Puccini, ce sont toutes les deux journalistes indépendantes. Il y a quelques jours, j'ai terminé la lecture d'un de leurs ouvrages qui est sorti en 2020 et qui s'appelle « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ». C'est un ouvrage qui était sorti aux éditions du Seuil, dont voici la description. Dépakine, Mediator, Distilbène, Agréal et sur Levothyrox. Les médicaments à destination des femmes constituent l'essentiel des scandales pharmaceutiques des 60 dernières années. Pour tout le monde, le Mediator résonne comme le scandale pharmaceutique de cette décennie. Mais qui sait que derrière les milliers de victimes de cet antidiabétique utilisé comme un coupe-faim, se cache une très grande majorité de femmes. Dernièrement, l'Androscure prescrit contre l'hirsutisme ou la surpilosité a défrayé la chronique en favorisant chez celles qui y avaient recours le développement de tumeurs au cerveau. Plus récemment encore, le Levothyrox prescrit à 85% à la jante féminine s'est ajouté à cette litanie. En France, le phénomène, invisible, reste hors des radars des autorités sanitaires. Ailleurs dans le monde, on s'interroge davantage. Entre 1997 et 2001, 80% des médicaments retirés du marché posaient plus de problèmes aux femmes qu'aux hommes, notait dans un rapport la Cour des comptes américaine. D'autres pays cherchent à connaître les raisons de la forte présence des femmes parmi les victimes des effets secondaires. Il est grand temps de lancer l'alerte. De la fabrication du médicament à son utilisation, des laboratoires aux institutions en passant par les prescripteurs, quand le patient est une patiente, c'est tout un système qui déraille. Autrement dit, en France, et probablement un petit peu partout dans le monde, on soigne mal les femmes. On les soigne moins bien que les hommes. Ce phénomène-là, il n'est pas récent. Des articles, on en trouve à peu près toutes les époques depuis qu'Internet est créé. Là, le magazine Femina qui publiait Enquête pourquoi les femmes restent mal soignées, médicaments inadaptés, traitements potentiellement dangereux et douleurs minorées, la médecine au féminin a encore de grands progrès à faire. Parmi les très nombreux exemples cités par les deux journalistes, il y en a un qui est, à mon avis, l'un des plus intéressants et qui est bien repris dans l'article ici. Il nous raconte la chose suivante. L'exemple du Vioxx est édifiant. Cet antidouleur commercialisé entre 1999 et 2004 aurait causé des dizaines de milliers de morts. Prescrit autant aux hommes qu'aux femmes, il est apparu qu'il augmentait le risque de développer des troubles cardiaques de 28% chez les hommes, contre 218% chez les femmes. En Allemagne, une étude de 2008 montre que la fréquence des effets indésirables est de 50% plus élevée chez les femmes et de 100% concernant uniquement les risques cardiovasculaires. On nous dit en plus de ça qu'il existerait dans le milieu médical des injonctions qui pousseraient les femmes à consommer plus de médicaments, une sorte de cercle vicieux. Vous prenez un médicament pour un symptôme, ce médicament provoque un nouveau symptôme et on vous recommande un nouveau médicament pour ce symptôme. Toujours dans le même ouvrage, on nous dit des expériences montrent par exemple qu'on est plus attentif aux plaintes d'un petit garçon qu'à celles d'une petite fille, donc des stéréotypes qui existent dès la naissance. Il faut que nous remettions en question nos réflexes. Ces réflexes, selon les journalistes, ralentissent par exemple une prise en charge adéquate de la douleur. Elle est souvent tardive chez les femmes, ce qui accroît le risque de voir apparaître des maux chroniques et de devoir recourir finalement à des antidouleurs puissants pour y faire face. Mais déjà avant la publication de cet ouvrage, on avait des articles qui nous parlaient de ces problèmes-là. Santé Magazine qui nous dit « Les femmes sont-elles moins bien soignées que les hommes ?» Et vous allez voir qu'elles ont relevé un certain nombre d'inégalités assez étonnantes. Les femmes sont les oubliées des maladies cardiovasculaires, plus nombreuses que les hommes à souffrir de BPCO alors que ce sont plutôt les hommes qui ont une surconsommation de tabac. Les femmes moins bien prises en charge au niveau de leur douleur et de leur santé mentale, etc. Alors vous savez, les gens ne sont pas idiots. Si certaines femmes se rendent compte qu'elles sont mal prises en charge par le système médical en France, elles vont avoir tendance à aller chercher des réponses ailleurs. Et ailleurs, c'est où? Eh bien, c'est dans les médecines douces, où on nous dit que 72% des patients qui consultent en médecine douce sont des femmes. Voilà une liste non exhaustive des différentes médecines douces qui peuvent exister en France. Il y aurait 400 disciplines différentes. Parmi celles-ci, dans celles que vous connaissez sûrement, l'acupuncture, la chiropraxie, l'ostéopathie, l'homéopathie, la pédicurie ou encore la naturopathie. La naturopathie, justement, c'est un sujet que je connais vraiment simplement de loin. La seule chose que je connais de la naturopathie, c'est que c'est une discipline qui semblerait pousser mes patients et surtout mes patientes à se détourner des recommandations médicales que leur médecin pourrait leur donner. Et en terminant la lecture de cet ouvrage, il y a quelque chose qui m'est apparu assez évident. Si les femmes ont l'impression de mal être écoutées, qu'on prend mal en charge leurs symptômes, leurs douleurs, elles vont avoir tendance à aller chercher des informations ailleurs. Et ailleurs, ça peut être par exemple dans la naturopathie. Et la naturopathie a un rapport aux femmes qui est quand même assez spécifique. Assez spécifique parce que quand on tape naturopathie et femmes dans la barre de recherche Google, on voit qu'en fait il y a beaucoup de pages de différents naturopathes ou de différentes naturopathes qui travaillent vraisemblablement exclusivement sur les souffrances liées aux femmes. On va aller voir l'un d'entre eux. Là par exemple, on nous dit le naturopathe accompagne la femme naturellement
avec son rééquilibrage alimentaire, dans la gestion de ses émotions et du stress, par des techniques respiratoires ou de la cohérence cardiaque, le maintien d'un sommeil réparateur, une activité physique adaptée aux besoins, etc. Là, je trouve qu'on a une sorte de menu maxi best-of du male gaze dans le milieu de la santé, à savoir comment les hommes imaginent que les femmes se préoccupent de leur santé. Et elles font attention à ce qu'elles mangent, elles cherchent des moyens pour gérer leurs émotions, elles n'ont pas toujours le temps de faire des activités sportives. En bref, il n'y a aucune raison que ces symptômes soient spécifiques à des femmes plutôt qu'à des hommes. Bon, dans l'histoire de la naturopathie, il y a quelques éléments de réponse qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a cette vision un petit peu particulière des femmes. Ça a été popularisé ou même inventé selon certaines sources par Sebastian Kneipp, qui est une personne qui était absolument convaincue d'avoir trouvé des procédés révolutionnaires de soins par l'eau. Et on nous décrit carrément que quand il était étudiant à Munich, il a été amené à soigner quelques collègues et qu'il a contribué à l'efficacité pour lutter contre l'épidémie de choléra, alors que de plus en plus de personnes l'accusaient de charlatanisme. C'était une personne qui était baignée de religion et de mysticisme religieux. Bref, on a une figure assez classique qui me rappelle la figure de l'invention de l'ostéopathie Andrew Taylor Still, qui lui aussi était extrêmement religieux et prétendait pouvoir soigner par exemple des méningites avec ses mains. Le problème quand on passe par un naturopathe ou par n'importe quel praticien de médecine douce, c'est que si ce praticien ou cette praticienne ne connaît pas parfaitement ses limites, il peut y avoir des dérives. Il peut être amené à donner des conseils qui pourraient être jugés comme étant de la pratique illégale de la médecine et ça peut aboutir à des catastrophes. Ici, vous avez un témoignage en ligne qui est loin d'être le seul témoignage d'un homme ici qui explique « Ma sœur est décédée, elle s'est fait embarquer dans le sectarisme. On lui avait conseillé de jeûner, donc de se priver de nourriture pendant 21 jours pour soigner une tumeur. Elle est évidemment décédée, la pauvre. » C'est pas du tout le seul exemple de témoignage qu'on peut retrouver en ligne. Et d'ailleurs, il y en a l'une d'entre vous à qui j'adresse mes pensées sincères, puisque j'écris en particulier cet épisode suite au témoignage qu'elle avait donné publiquement en plus sous une publication sur Facebook, dont la maman serait également décédée suite à des mauvais conseils donnés par un naturopathe qui s'appelle Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas, c'est une personne dont j'avais envie de parler sur cette chaîne depuis un moment parce que ses liens avec le sexisme sont avérés. Le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de vidéastes sur Internet qui ont consacré des travaux à ce personnage-là. Là, sur la chaîne La Tronche en Biais, vous avez un épisode de 2h12 qui était consacré exclusivement à son discours et à sa dangerosité. Vous avez Maxella, très récemment, là vous voyez le 16 août 2022, qui a consacré aussi une vidéo entière. Ou encore Fantine et Hippocrate qui en 2021 avait consacré une vidéo sur ce qu'elle appelait le business des faux soignants. L'angle que j'avais d'abord choisi pour parler de Thierry Casasnovas, c'était précisément celui-là. Certains échecs de la médecine actuelle qui poussent les femmes à aller vers la naturopathie et comment ces personnes-là flairent une manne financière colossale et leur donnent des mauvais conseils, sciemment ou non sciemment, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas qui capitalisent sur la détresse et sur la maladie des femmes. Je m'étais dit que c'était la meilleure façon de montrer le sexisme qu'il pouvait y avoir derrière ce genre de démarche. Je me doutais bien qu'une personne comme Thierry Casasnovas, qui a un auditoire majoritairement composé de femmes, qu'il ne tiendrait pas ouvertement des propos sexistes dans ses vidéos. Effectivement. Après, pour ou contre l'avortement, je vois pas comment on peut être pour l'avortement. On peut pas être pour l'avortement. Pour le fait de supprimer un enfant, je vois pas comment on peut être pour. Ok, faut qu'on parle. Je voudrais remercier très sincèrement la chaîne L'Extracteur qui a fait un travail absolument incroyable avec les vidéos de Thierry Casasnovas, puisque c'est lui qui a isolé une majorité des extraits que je vais vous commenter aujourd'hui. Comme dit à la fin de mon introduction, on pourrait s'attendre de la part d'un homme qui a fait la totalité de son fonds de commerce le fait de proposer des mauvais conseils santé à un auditoire majoritairement composé de femmes qu'il les traite avec respect ou au moins avec dignité. Les extraits que je vais vous montrer, ce sont évidemment des extraits. Je sais très bien que les personnes qui défendent Thierry Casasnovas vont nous dire « Oui, mais vous avez montré des extraits, vous sortez les choses de leur contexte. » Alors deux choses, premièrement, je vous mettrai le lien vers les vidéos complètes dans lesquelles il parle de ces choses-là, et vous verrez que c'est lui-même qui parle de ces choses-là hors contexte. Ça n'a parfois aucun rapport avec la vidéo dont il parle. Et deuxièmement, j'ai vraiment envie de vous poser une question. Est-ce qu'il existe réellement des contextes dans lesquels il est normal de tenir les propos que vous allez entendre dans un instant ? Je vous propose d'aller découvrir réellement la façon dont il pense et la façon dont il perçoit les femmes. La vision de la société qu'il développe, c'est une vision ultra masculiniste et je suis scandalisé par la teneur de certains de ses propos, encore plus que par des propos qui ont pu être tenus par des gens comme Stéphane Edouard. Voici le premier extrait que je voulais vous montrer. Alors déjà, je tiens à préciser, je suis un homme,
hein, et je vais m'exprimer sur l'avortement. Et je m'autorise le droit de parler d'avortement, même si ça ne me concerne pas à moi directement, parce qu'en fait, ça me concerne à moi directement. Alors non, nous les hommes, on est concernés très indirectement par l'avortement. D'aucunes diraient qu'on n'est même absolument pas concernés du tout. Et finalement, on n'a pas vraiment notre mot à dire par rapport à l'avortement. La seule chose qu'on pourrait potentiellement dire, c'est témoigner notre soutien aux femmes qui souhaiteraient soit garder un enfant, soit avorter. Simplement soutenir, sans jamais questionner, sans jamais remettre en question la décision. L'autre chose, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle, dans à peu près tous les pays du monde, le droit à l'avortement, il est menacé. Les délais d'accès à l'avortement sont de plus en plus courts. Vous avez aux États-Unis où il y a certains États où l'avortement est carrément illégal. Et donc finalement, notre place à nous, les hommes, c'est de nous battre pour une société dans laquelle les femmes ont le choix. Puis c'est tout. Mais en fait, c'est déjà pas mal. Mais on n'a pas d'avis à donner par rapport à l'avortement. On a juste à se battre pour les droits des femmes autour de nous, d'avoir le choix de disposer absolument comme elles l'entendent de leur corps. Après, pour ou contre l'avortement, je vois pas comment on peut être pour l'avortement. On ne peut pas être pour l'avortement. Pour le fait de supprimer un enfant, je vois pas comment on peut être pour. Bon, alors en fait, il n'est pas question d'être pour l'avortement en fait. Il est question de faire en sorte que les femmes aient le choix. De faire en sorte que l'avortement soit légal, que l'accès à l'avortement soit libre, soit gratuit et soit facile. Et deuxième chose, on ne supprime pas un enfant, Thierry, attention. Ça, c'est un discours d'anti-IVG dont visiblement tu fais très largement partie. Mais non, en fait, on ne supprime pas un enfant. On interrompt le développement d'un embryon. Ce n'est absolument pas la même chose, d'accord ? Ils n'ont pas du tout le même statut que l'enfant. On l'avait vu ensemble dans une vidéo précédente. Il faut qu'il y ait la naissance pour que l'enfant soit considéré comme une personne. Et l'embryon n'est pas un enfant, le fœtus non plus n'est pas un enfant. Tant que les vésicules cérébrales ne sont pas largement développées, au moins à 4 mois, l'enfant n'a même pas encore de conscience qui apparaît. On peut constater, alors ce que je veux pas dire, c'est interdire l'avortement, c'est pas ce que je veux dire par là. Je veux dire, on peut pas être pour. Moi, en tout cas, mentalement, je peux pas être pour l'avortement. Je peux pas faire l'apologie de l'avortement. Mais il n'est pas question de faire l'apologie de l'avortement. Encore une fois, ça fait partie de ces arguments anti-VG tenus par les conservateurs, très souvent de droite ou très très à droite. Il est question simplement de se battre pour que les femmes aient le choix et de continuer à préserver ce droit dans notre société. C'est chouette. Baisons comme on veut et puis on avortera. Tout va bien, on va avorter. Voilà. Donc là, il y a vraiment une incompréhension totale de ce que c'est qu'une femme qui est en situation de devoir avorter. Il dit baisons comme on veut et puis après, on n'a qu'à avorter. Mais en fait, il n'y a aucun rapport entre une sexualité, on va dire, j'aime pas le mot libéré, mais une sexualité, on va dire, développée, riche et le besoin d'avortement. Le problème d'un avortement, c'est qu'il y a un homme qui a failli à sa mission. Il y a un homme qui ne s'est pas protégé. Il y a un homme qui n'a pas porté de préservatif. Les femmes qui ont besoin d'avorter ne sont pas des femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels, comme il semble le sous-entendre. Il suffit d'un rapport sexuel. Ça peut être au premier rapport sexuel de votre vie. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est une vision qui est très masculiniste et très sexiste. Et voilà, ça y est. Les femmes, elles baisent un peu partout. Elles ont voulu leur évolution sexuelle. Elles ont leur évolution sexuelle et maintenant elles s'étonnent qu'elles tombent enceintes. Vous voyez, il y a un discours un peu culpabilisant derrière ça, je trouve. Non, mais attends. Faut revenir sur Terre, quoi, quand même. Hein. C'est un acte qui, sur le plan physique comme spirituel, a des lourdes conséquences. Alors oui, d'accord, ça peut arriver que l'avortement soit un acte qui est sur le plan physique et spirituel, comme il le dit, de lourdes conséquences, mais ça arrive également que l'avortement soit vécu comme une libération par la femme. Et en fait, c'est certainement pas à un homme et à personne, finalement, de décider à la place de quelqu'un si l'avortement est quelque chose qui va être violent ou non pour cette personne-là. Là, on est quasiment dans de l'entrave à l'IVG, en fait. On est quasiment en train de laisser sous-entendre à des femmes qui regardent ces vidéos-là qu'elles ne devraient pas avorter parce que physiquement et spirituellement, ça pourrait les abîmer. Mais les raisons qui poussent une femme à avorter, elles ne nous regardent pas. Et on n'a absolument pas à s'exprimer là-dessus en vidéo sur le fait que ce serait bien ou mal. L'extrait suivant. L'avortement, c'est un symptôme. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est avant. Et c'est un symptôme de quoi? C'est un symptôme, attention, c'est pas le babacool des années 70 là qui va parler. C'est un symptôme de la débauche actuelle, c'est-à-dire de la débauche sexuelle. Voilà, donc il précise un petit peu ses propos dans l'extrait précédent. Pour lui, l'avortement est un symptôme de la débauche sexuelle. Alors, bon, déjà, avoir une sexualité riche avec plusieurs partenaires ou avec un seul partenaire, mais très régulière, c'est pas de la débauche. C'est un jugement de valeur que je trouve assez étonnant et inquiétant.
de la part d'un homme qui parle à autant de femmes sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il n'y a pas de rapport avec la vie sexuelle et le fait d'avoir besoin d'avorter. Alors, il est évident que si vous n'avez aucun rapport sexuel, vous ne pouvez pas tomber enceinte, bien entendu. Mais un avortement, c'est ça que je veux dire, ça n'est pas la faute d'une femme qui aurait eu de nombreux partenaires. C'est la faute de ses partenaires ou de son partenaire qui ne s'est pas protégé. On couche avec n'importe qui, n'importe comment, du jour au lendemain, une petite rencontre d'un soir et hop, hop. Voilà comment ils voient les femmes. Vous voyez les femmes, vous couchez avec n'importe qui, une rencontre d'un soir, sans lendemain, et hop, hop, vous tombez enceinte, et du coup vous devez avorter. Bon, c'est une vision quand même assez rétrograde, assez rétrograde à la fois des femmes, assez même rétrograde de la sexualité. C'est quand même un petit peu triste de voir les choses comme ça. J'ai l'impression d'entendre la façon dont on me parlait aux personnes de ma génération, je suis de moitié des années 80, dont on nous présentait le sexe. Attention, le sexe, les femmes elles peuvent tomber enceintes, il peut y avoir le sida, etc. Ça nous a toujours été présenté comme quelque chose de risqué, comme quelque chose de dangereux. On m'a jamais présenté ça comme un échange, on m'a jamais présenté ça comme de l'amour pur. Et du coup, ça fait partie des sujets qui ont été un petit peu tabous. On m'a pas énormément parlé du préservatif, voire quasiment pas. Et c'est quand même bien dommage. Ça, c'est ça qui pose problème. Il y a vraiment un état de ces débauches sexuelles actuelles, de la licence des mœurs, globalement. La fameuse libération sexuelle des années 70. Ouais, non, j'ai une queue de cheval, je ressemble à un hippie, mais vous inquiétez pas, je suis intégriste au possible. Bah oui, on le voit bien que tu es intégriste au possible. Mais la libération sexuelle, comme il l'appelle, la libération des mœurs, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'était surtout une déculpabilisation par rapport à ça. Une décorrélation aussi du fait d'avoir un partenaire simplement pour fonder une famille. C'est pas simplement des personnes qui se sont envoyées en l'air et d'un seul coup il a fallu avorter du jour au lendemain. Extrait suivant. Quand tu sais par quoi a été fomenté le mouvement hippie des années 70, complètement trusté par la CIA et ainsi de suite, je veux dire, c'est une profonde arnaque. C'est comme les mouvements d'égalitarisme et tout, enfin, je veux dire, ça fait partie de la même arnaque. Voilà, les mouvements égalitaristes, c'est une arnaque trustée par la CIA, vraisemblablement. Donc la lutte pour l'émancipation des Afro-Américains, la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, tout ça, donc ce serait des arnaques fomentées par la CIA. Total. Et puis nous, on y adhère parce qu'on se dit, ouais, c'est bien, libération sexuelle, libération des mœurs. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit le chaos. Et qui est-ce qui se marre quand il y a le chaos? C'est le fourchu, le cornu qui se marre quand il y a un état de chaos. Ce qu'on pourrait reprocher à la libération des mœurs, la libération sexuelle comme il l'appelle, c'est plutôt le nombre de gourous, hommes qui se sont développés autour de ça et qui ont profité de ce mouvement pour abuser des jeunes femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir effectivement reprocher. Et il y a des éléments qui permettent de critiquer ce genre de choses-là. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur des sortes de communautés dirigées par des hommes avec beaucoup de jeunes femmes, parfois mineures, qui abusaient d'elles et qui les violaient. Mais le fait que c'est séparer le sexe de la conjugalisation, le fait aussi qu'à cette période-là, de plus en plus de femmes commençaient à travailler dans la société et donc également à rencontrer des partenaires hommes parce que jusqu'à présent, étant donné qu'elles étaient cantonnées aux affaires domestiques, à rester à la maison, elles n'avaient pas la possibilité de rencontrer des personnes là. Et la libération des mœurs, ça leur donne aussi la possibilité de se dire, puisque maintenant elles travaillent, qu'elles ont l'occasion de rencontrer des partenaires masculins au travail beaucoup plus facilement qu'auparavant, de se dire, eh bien si je ne suis pas heureuse dans mon couple, j'ai la possibilité de rompre mon couple. Et on retire la pression religieuse du mariage, et on retire la pression de la famille, et d'un seul coup, on permet à des femmes enfin de pouvoir se poser la question, est-ce que je suis heureuse dans mon couple, et est-ce que je ne serais pas plus heureuse avec une autre personne ? Donc non, en fait, ce n'est pas le diable, c'est pas le fourchu, comme il l'appelle. Donner la possibilité à des femmes de s'émanciper d'une condition qui est déterminée par les hommes, ça n'est pas une mauvaise chose. C'est bien, libération sexuelle, libération des mœurs. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit le chaos. Et qui est-ce qui se marre quand il y a le chaos? C'est le fourchu, le cornu qui se marre quand il y a un état de chaos. On a déstructuré complètement la société, et y compris au niveau des mœurs. Alors ouais, on couche avec qui on veut, et puis après, on peut avorter. T'inquiète pas, je vais avorter. En fait, ça aurait été bien, avant de raconter ces bêtises-là, que Thierry Casanova parle, je sais pas, avec au moins une femme qui aurait avorté dans sa vie, pour qu'ils comprennent que la décision, elle est pas forcément facile à prendre, que c'est pas une fête, que la femme se dit pas « Oh, je suis tombée enceinte, je vais avorter ». Présente ça comme si c'était un Disney, mais en réalité, il y a autant de façons de vivre la nécessité d'un avortement que de femmes qui avortent. Il y a une sorte de moquerie des femmes, de sa part, vis-à-vis des femmes qui décident d'avorter, et surtout une culpabilisation très forte. Genre, la femme est tombée enceinte, c'est elle qui va décider d'avorter. À aucun moment, lui qui parle tout le temps en symptômes et qui se dit tout le temps il faut aller chercher la cause, à aucun moment il se dit que si une femme est tombée enceinte alors qu'elle ne le souhaitait pas, il y avait aussi un homme auparavant, et que quelque part il aurait très bien pu faire la caricature de l'homme qui se dit oh bah moi j'en ai rien à foutre, c'est pas moi qui vais avorter donc je retire le préservatif. Et d'un seul coup son discours, qui est un discours que je trouve profondément anti-femme, devient un discours réellement critique de la domination masculine. Derrière chaque avortement, je suis désolé de rappeler une telle évidence, il y a un homme.
Allez, on avance dans l'extrait. Mais parle avec des femmes qui ont avorté, elles vont te dire ce que ça leur a coûté, ce que ça a représenté pour elles. C'est tout sauf anodin un avortement. C'est une violence inouïe pour la femme, pour le bébé aussi. Parce qu'à 3 mois, je suis désolé, c'est pas un amas de cellules. Regarde un petit peu le développement embryonnaire, tu vas voir que c'est tout sauf un amas de cellules. Alors, la grande perversité de ce discours, quand il dit tous les avortements sont violents, il y a des avortements qui peuvent être vécus comme une violence, à l'évidence, mais tous les avortements ne sont pas violents. La grande manipulation qu'il y a derrière ça, la grande perversité, c'est que du coup, lui arrive en se posant en défenseur des violences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il arrive en se donnant le beau rôle, en disant « les femmes vivent une violence et moi, je viens les aider par rapport à ça ». Et ensuite, il fait un argument d'homme de paille quand il dit « regardez, un embryon à l'âge de 3 mois, c'est pas du tout un amas de cellules ». Bon, déjà, je sais pas très bien ce qu'il entend par amas de cellules, parce que nous sommes des amas de cellules, mais je pense comprendre ce qu'il signifie. En fait, personne n'a dit que c'était que des cellules. Effectivement, je crois que les délais d'IVG en France, c'est 14 semaines, je crois, d'aménorrhée, donc de grossesse, donc 16 d'aménorrhée. Effectivement, l'embryon, il a déjà des organes, il a déjà un cœur qui bat à ce moment-là. Je crois qu'en plus, le cœur bat très vite à ce moment-là, 160 pulsations par minute, quelque chose comme ça. Par contre, son système nerveux, il n'est pas du tout mature. Donc cet embryon, en réalité, il n'est pas du tout conscient de ce qui est en train de lui arriver. Et donc, il est en train de sous-entendre, en réalité, qu'à 3 mois, on tue un être humain comme un autre. Qu'en réalité, ça y est, là, il était vivant, il était conscient qu'il était vivant et qu'on l'assassine. Mais c'est absolument pas la réalité des choses. Il n'est pas recommandé de multiplier les partenaires. Je sais. Mais en fait, on t'emmerde, Thierry. Enfin, je veux dire, tu n'as pas à dire aux femmes si elles doivent avoir un certain nombre de partenaires ou pas. Tu vis ta vie comme tu l'entends, d'autres vivent leur vie comme ils l'entendent. La seule chose qui est importante, c'est que dans un rapport sexuel, il y ait eu consentement mutuel, libre, éclairé et qu'il y ait eu désir mutuel. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu n'as plus rien à dire. C'est pas rock'n'roll, c'est pas cool, c'est pas dans l'air du temps. Non, c'est pas que c'est pas rock'n'roll, que c'est pas cool ou que c'est pas dans l'air du temps, c'est qu'en fait tu es un homme qui essaye de contrôler le corps des femmes en sous-entendant qu'elles devraient culpabiliser d'avoir plusieurs partenaires sexuels. C'est ça là le problème. Allez, extrait suivant. Enfin, tout ça pour dire que droit à l'avortement, ça m'écorche les oreilles. On peut pas revendiquer le droit à avorter. Pour moi, c'est une aberration. Que ça soit une possibilité. Alors oui, tu me parlais des femmes violées, on te dit toujours oui, et les femmes violées. Alors, bon, de trigger warning, si vous avez subi une agression sexuelle, très sincèrement, je pense qu'il vaut mieux avancer la vidéo d'1 minute là, parce que les propos qu'il va tenir sont inacceptables, je ne plaisante pas. Hein. Je vous laisse un petit instant pour mettre sur pause, pour regarder le timecode en dessous et passer au timecode suivant. Voilà, allez, je vous laisse écouter les horreurs qu'il raconte. Et ainsi de suite, tu vois, ça c'est un épiphénomène, c'est un... Voilà, les femmes violées, c'est un épiphénomène, bon, ok, on en est là. On en est à estimer entre 200 et 250 000 par an en France le nombre d'agressions sexuelles. Quasiment toutes subies par des femmes. Je crois que le chiffre c'est 94% par des femmes, 5% par des enfants, 1% par des hommes, quelque chose comme ça, mais je revérifierai. Et il en est à parler d'un épiphénomène. Donc voilà, les femmes qui doivent avorter parce qu'elles ont été violées, c'est un épiphénomène. Truc minimal, et même là encore, Truc minimal. je vais te dire, pourquoi est-ce que, parce que il y aurait eu quelque chose d'aussi atroce que le viol, l'enfant issu de cette relation devrait être supprimé. Et c'est là qu'on voit tout le problème dans le discours de Thierry Casasnovas, c'est qu'il n'a aucune considération pour les femmes. C'est-à-dire que lui, il dit une femme qui a été violée et qui tombe enceinte de son violeur. En fait, on devrait laisser une chance à l'enfant de s'en sortir, mais à aucun moment il ne dit on devrait laisser une chance à la femme de s'en sortir. Enfin, je veux dire, c'est terrible de dire des choses comme ça. Parce que l'avortement, lui, il explique que c'est ôter la vie d'un enfant, mais forcer une femme à avoir un enfant quand elle n'en a pas envie, quand elle n'est pas disposée, quand financièrement c'est pas le bon moment, enfin pour mille et une raisons qui finalement ne nous regardent pas, c'est aussi détruire une vie, détruire la vie de la mère et potentiellement aussi de l'enfant qui va avoir une vie très compliquée, qui n'a rien demandé. Mais Thierry Casasnovas ne le voit pas comme ça, il ne positionne pas son empathie envers les femmes. Au contraire, il n'y aurait pas une nique monstrueuse à faire d'un acte qui est d'une violence inouïe, eh bien d'en faire quelque chose de sublime, parce qu'un enfant c'est quelque chose de sublime. Une femme violée, tombe enceinte, c'est quelque chose de sublime parce qu'il y a un enfant, parce qu'un enfant est quelque chose de sublime. Vous vous rendez compte le discours, hein, vous vous rendez... Mais moi, très sincèrement, j'avoue que je n'imaginais pas tomber sur des choses aussi graves, sur des propos aussi honteux de sa part. Par rapport aux propos sur les agressions sexuelles, il n'y en aura plus dans cette vidéo-là, donc voilà, le timecode ici est terminé, je le préciserai en bas. Mais vous allez voir que dans sa vision des femmes, il est totalement rétrograde, c'est dramatique. Alors Thierry Casasnovas a été choqué
l'été qui a précédé l'écriture de sa vidéo et on est désolé pour lui. Mais qu'est-ce qui a choqué ce brave Titi? Cet été, j'ai été choqué de me rendre compte que dans la rue, maintenant, c'était la mode chez les femmes, là, des petits shorts. Tu te balades, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une paire de fesses qui se balade devant toi. Je suis désolé, mais c'est choquant. Bon, alors déjà, si dans la vie tu es choqué par une paire de fesses, j'imagine qu'il n'allume jamais la télévision, qu'il ne regarde aucune série, qu'il ne regarde aucun film, qu'il tourne les yeux dans la rue quand il y a des publicités. Et puis, je suppose qu'il n'est pas choqué que sur la plage, il voit des hommes torse nu et des femmes qui sont obligés de se couvrir les seins. Parce que dans la société, on a décidé que les torses féminins n'étaient pas montrables alors que les torses masculins l'étaient. J'imagine qu'il n'est pas choqué par les hommes en Bermuda chez qui on voit la totalité des jambes. Non, là, c'est spécifiquement les shorts chez les femmes qui dévoilent les fesses et ça l'a visiblement choqué. Allez, un petit peu d'espoir quand même, puisque Thierry Casanovas va parler des moyens de contraception, et vous savez que moi je parle énormément du préservatif aux hommes, que ce soit à mes étudiants, que ce soit à mes patients qui sont en âge de rencontrer des partenaires. À partir de 15-16 ans, je commence à évoquer la question de la nécessité d'avoir un préservatif. Et voilà, Thierry Casanovas va parler de la contraception, et donc enfin on va avoir un discours, on va dire, positif de sa part par rapport à l'implication et le rôle des hommes dans la contraception. On y va. Alors on va parler de contraception. Voilà, très bien. Il y a des moyens de contraception. Mhm. On peut. Alors bon, préservatif, oublie. Ah, pardon. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Préservatif, t'oublies, d'après Thierry Casanovas. Ah là là. On est quand même en présence d'une personne qui ne cesse de culpabiliser les femmes qui ont recours à l'avortement et qui dans la même vidéo dit « Ah, le préservatif, tu oublies ». C'est quand même un des rares moyens de contraception qu'on a, qui est 100% non hormonal, qui a assez peu de risques de grossesse non désirée, on va dire, quand le mec a bien mis son préservatif. Mais bref, du coup, il y a des moyens de contraception. Alors le préservatif, on oublie, mais alors, lesquels? Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah... La pilule. La pilule. La pilule. Comment se flinguer tout le système endocrinien en 2 temps, 3 mouvements? Bah ouais, parce que la pilule, c'est une catastrophe. On balance dans ton corps des quantités massives d'oestrogène et de progestérone. Quand ils mettent de la progestérone, c'est déjà pas mal, mais d'oestrogène la plupart du temps, ça dérégule complètement le système endocrinien. Évidemment, en soi, je ne suis pas totalement opposé à ce qu'il vient de dire. C'est sûr qu'il y a un diktat par rapport à la pilule. On considère que c'est normal que toutes les jeunes filles soient sous pilule contraceptive autour de 14-15 ans. Quelque chose évidemment moi qui me surprend, qui m'agace profondément, parce que si tous les mecs portaient un préservatif sur eux et savaient l'utiliser, il n'y aurait pas de nécessité de porter la pilule. Alors il faudrait évidemment considérer que aucun homme ne retire le préservatif pendant l'acte, etc. Vous savez d'ailleurs que ça peut être qualifié en acte d'agression sexuelle et c'est une très bonne chose. Donc évidemment que la majorité des pilules sont œstroprogestatives, ont des effets secondaires massifs sur les corps des femmes. Les hommes, si vous ne le savez pas, je vous recommande simplement de télécharger la notice de la pilule contraceptive, c'est trouvable en ligne sur internet, et regardez les effets secondaires. Parmi les effets secondaires les plus fréquents et les moins fréquents, vous allez voir qu'il y en a une grande quantité. Donc évidemment, moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Se flinguer le système immunitaire, non, on ne se flingue pas le système immunitaire non plus, mais j'aurais aimé un petit peu plus de nuances en réalité. Parce que finalement, il présente ça de nouveau comme une injonction. Il sous-entend que les femmes ne devraient pas prendre la pilule contraceptive. Et on se retrouve finalement avec la même position par rapport à l'avortement. Il n'est pas question pour moi de dire à des femmes prenez la pilule contraceptive. Évidemment que non, surtout que je ne suis pas spécialement pour. Il est question de se dire on doit vivre dans une société dans laquelle si une femme souhaite contrôler sa contraception par une pilule contraceptive en connaissant les effets secondaires et en choisissant malgré tout d'utiliser la pilule, elle devrait pouvoir le faire facilement. Et on ne devrait pas trouver ce genre d'individu sur internet disant à des jeunes filles la pilule contraceptive c'est que des inconvénients, il faut l'arrêter, et de prendre le risque de leur proposer des contraceptions dites naturelles qui pour le coup n'ont quasiment aucune efficacité, et donc risquer des grossesses non désirées, et donc risquer potentiellement des IVG. Et on se retrouve dans cette situation où il n'arrête pas depuis le début de cet extrait vidéo de dire ah l'avortement c'est pas bien, les femmes qui avortent c'est dramatique pour elles, elles se rendent pas compte, elles tuent un individu, enfin vous vous rendez compte la pression qui est mise sur ces femmes là, et ensuite derrière de dire le préservatif c'est pas bien, la pilule c'est pas bien, j'ai jamais dit que la pilule c'était bien, mais vous comprenez ce que je veux dire, et donc allez-y, faites l'amour sans rien, en plus de ça mais vous vous rendez compte, quand il dit le préservatif tu oublies, mais vous vous rendez compte la catastrophe que c'est par rapport aux MST et aux IST, enfin ce type là est un danger pour les femmes. Oui, l'enfant est un enfant, on supprime un enfant. On supprime un enfant, alors après, le problème, c'est sur le plan moral et spirituel, enfin, je veux dire, c'est pas normal. Pour moi, on ne devrait pas parler de droit à l'avortement.
On pourrait déplorer le fait qu'on a eu recours à l'avortement parce que les circonstances se sont retrouvées celles-ci. Et pourquoi déplorer le fait qu'il y ait eu un recours à l'avortement? C'est incroyable qu'il n'arrive pas à se positionner à la place d'une femme pour qui l'avortement est quelque chose d'important, pour qui les motivations qu'il a poussé à aborder ne seraient pas des motivations morbides comme il le sous-entend. Et se dire, mais comment on va faire pour éviter ça? Or actuellement, l'époque, c'est pas ça. L'époque, c'est ce genre de discours. Alors comment on va faire pour éviter les avortements? Eh ben on va arrêter sur internet dans des vidéos vues par 1,5 million de personnes de dire qu'il ne faut pas porter de préservatif et de dire qu'il ne faut pas prendre la pilule contraceptive et qu'il suffit de prendre la température de son col utérin. Je vous ai pas mis cette partie de la vidéo mais je vous assure que ça y est, en disant ça c'est fiable à 100%. Et là on évite peut-être des grossesses non désirées, Thierry. Oh, effectivement, que tu me relatais, du style, c'est mon utérus, je fais ce que je veux. Non mais non, tu fais pas ce que tu veux, non. Ok Thierry, bah supposons que ce que tu dis soit vrai. Eh bien moi je vais te donner un truc qui est pas trop mal pour éviter que les femmes nées à avorter, une vasectomie. Et en fait, si les femmes n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent parce que c'est leur utérus, eh bien toi tu ne peux pas non plus faire ce que tu veux alors que c'est ta prostate. C'est mon utérus, je fais ce que je veux. Non mais non, tu fais pas ce que tu veux, non. Vous comprenez les limites de son discours, la misogynie crasse qu'il y a derrière son discours. J'aimerais vous dire que c'est fini, mais en réalité on est à la moitié des extraits. Écoutez ça. Il y a une chose qui est importante pour moi. Je sais pas comment tu vas le prendre, ça peut paraître un petit peu rétrograde. Moi Alors après ce qu'on a entendu, ça m'étonnerait que ce soit rétrograde. Tu es d'un progressisme rare, mon cher Thierry. Je crois beaucoup au rôle différent de l'homme et de la femme, symbolique. Je suis assez traditionnaliste pour ça. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, j'aurais poussé des cris et en même temps maintenant je le comprends de plus en plus. Je crois beaucoup au rôle des femmes parce que traditionnellement les femmes sont responsables de la nourriture du foyer. Donc il dit voilà, je suis traditionnaliste, je crois au rôle des femmes parce que la femme est responsable de la nourriture du foyer. Je suis incapable de vous expliquer ce qu'il veut dire par rapport à ça. Je pense avoir une idée, mais j'ai peur que ce soit un procès d'intention. Je vous dis ce que j'imagine qu'il ait voulu dire. Je pense qu'il conçoit que la femme est la personne qui s'occupe de la maison. Tout simplement. Donc elle est chargée de la vie domestique, d'élever les enfants, de faire à manger, etc. Vous allez me dire c'est peut-être un procès d'intention, mais vous allez voir que par rapport à toutes les bêtises qu'il va dire là dans les extraits suivants, il y a quand même une bonne probabilité pour que mon interprétation soit la bonne. Et ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez une proportion, vous avez une sensibilité plus forte aux hormones de la faim qui sont la grénine et la leptine. De toute façon. De toute façon. Donc là, ils expliquent que physiologiquement parlant, je ne sais pas si c'est vrai, chez des collègues qui sont spécialisés dans ces domaines-là, je leur demanderai, les femmes sont plus sensibles aux hormones qui ouvrent l'appétit, là, c'est les hormones qu'il a citées. Voilà ce qu'ils disent. Donc ça va être beaucoup plus dur à la base, en théorie, de faire un jeûne. Donc il dit, étant donné que vous êtes sensibles, les femmes, aux hormones de la faim, pour jeûner, ça va être plus dur. Et ce brave Thierry qui rajoute... Ouais, et puis c'est une question de volonté aussi. Hein. C'est une question de volonté aussi. Vous allez me dire, bon, ça veut pas dire grand-chose. Il dit simplement qu'il faut de la volonté. Il n'a pas dit que les femmes n'avaient pas de volonté. Les hommes, on est globalement beaucoup plus mental, beaucoup plus volontariste, on peut fonctionner beaucoup plus à « je veux »,« j'ai décidé », l'engagement et ainsi de suite. Moi je le vois avec mon époux, je l'ai vu avec des nombreuses femmes qui me disent « non mais ça c'est pas pour moi ». Et moi je dis « ouais non mais, non, mais elle me dit « moi le mental c'est pas pour moi ». Donc voilà, le mental, les filles, c'est pas pour vous, on pourrait en rire tellement c'est risible, mais il y a autre chose moi qui me fait beaucoup rire dans cet extrait vidéo, c'est la position du type à qui il raconte toutes ces bêtises, hyper musclé, stock, les bras croisés, qui ne cesse d'hocher la tête, regardez sa réaction. Moi je le vois avec mon époux, je l'ai vu avec des nombreuses femmes qui me disent non mais ça c'est pas pour moi. Moi je dis ouais non mais, non, mais elle me dit moi le mental c'est pas pour moi. Voilà, quand deux masculinistes parlent des femmes sur une chaîne YouTube, c'est quand même assez risible. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme leçon de vie à apprendre sur les femmes de la part de Thierry? La fonction première de la femme, je crois pas que ça soit misogyne ou quoi que ce soit de dire ça. La fonction première de la femme, c'est la reproduction. C'est le fait de porter des enfants, de les mener à terme, de les allaiter et de leur permettre de démarrer dans la vie. Alors non, ça c'est une vision qui est très utilitariste. C'est résumer les femmes à leur corps. C'est vrai que le corps des femmes a pour fonction effectivement, je sais pas, comme le développement embryonnaire au sein de l'utérus, la naissance, etc. Mais alors dans ce cas-là, on pourrait dire pareil des hommes. Le corps des hommes, la fonction du corps des hommes, c'est également la reproduction. Et pourtant, on va pas dire des hommes comme leur fonction c'est la reproduction, on va pas les appeler les éjaculateurs, vous voyez ce que je veux dire. Comme
certains mouvements actuels ont tendance à essentialiser les femmes. Donc en fait, c'est pas parce que le corps des femmes a pour fonction, entre autres, d'enfanter, que la fonction des femmes, c'est d'enfanter. L'objectif de tout un chacun, et du coup, tout un chacune, je sais pas si on peut dire ça, aujourd'hui, c'est d'être heureux dans cette société, c'est de se faire du bien à soi. Si on en a la disponibilité mentale de faire du bien aux gens qui nous entourent et qu'on aime, c'est pas une fonction reproductrice. On n'est pas dans une situation dans la société où il faut absolument qu'on réenvisage l'humanité comme ayant un besoin majeur de faire beaucoup d'enfants parce qu'on est menacé. On n'en est absolument pas là. Donc voilà, il y a une réduction qui est très utilitariste des femmes à leur fonction reproductrice qui m'agace fortement. Le fait de porter des enfants, de les mener à terme, de les allaiter et de leur permettre de démarrer dans la vie. Alors vous savez qui aussi a pour fonction de nourrir les enfants et de leur donner toutes les chances de bien démarrer dans leur vie? Hein, vous avez une idée, monsieur Casasnovas? Les pères, non, peut-être? Ah là là, vous vous rendez compte? Toutes les charges mentales, ils les laissent aux femmes. La fonction première de la femme, c'est la reproduction. C'est le fait de porter des enfants, de les mener à terme, de les allaiter et de leur permettre de démarrer dans la vie. Une femme à moins de 14-15% de masse graisseuse, tout de suite, on va risque d'avoir apparaître l'aménorrhée. Elle ne peut plus se reproduire, elle n'est plus viable en tant que femme, entre guillemets. Non, mais en fait, même avec tous les guillemets de l'univers, on peut pas dire qu'une femme qui ne peut pas se reproduire n'est plus viable. Quel que soit ce que tu as voulu dire, quel que soit ce qui se soit sous-entendu derrière, les femmes ne sont pas des pondeuses à la disposition des hommes, d'accord? C'est une vision, encore une fois, très, très utilitariste, quoi, des femmes. Ensuite, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les vidéos de Thierry Casasnovas, je vous ai pas mis tous les extraits parce que j'en avais quand même récupéré pas mal. Une femme qui a moins de 14-15% de masse graisseuse, c'est une femme qui n'est pas en bonne santé, donc qui a du mal à enfanter, donc je ne comprends pas. Alors déjà, je ne sais pas d'où ça sort ce 14-15% de masse graisseuse, et en plus, avec toutes les bêtises qu'on a entendues, il faut maintenant se coltiner une sorte de body shaming sur les femmes qui seraient minces. Petit sein veut dire déjà à la base, système endocrinien, système nerveux, plutôt pas très puissant. Eh ben oui, on est dans une forme de body shaming là. Si vous avez des petits seins, c'est que vous n'êtes pas spécialement en bonne santé. Dit comme ça, il y a des personnes qui pourraient prendre la vidéo en cours de route en disant « En fait, c'est peut-être vrai, mais en fait, c'est pas du tout ça. » Le cœur de la vidéo dont je vous ai tiré cet extrait-là, c'est de dire « Donc c'est la faute des femmes si elles ont des petits seins, c'est qu'elles ne font pas attention à elles. Et moi, je vais vous vendre mon extracteur de jus, je vais vous vendre mes conférences et vous allez retrouver la santé. » C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une culpabilité derrière ça, vous comprenez? Il a toujours un truc à vendre, Thierry Casasnovas. Tu m'aider à vaincre ma sécheresse vaginale. Tu peux essayer de l'instillation de jus vert ou de chlorophylle liquide au niveau du vagin. Ça va aider. Le jeûne est certainement le meilleur moyen actuellement de booster naturellement votre fertilité. Le syndrome des ovaires polykystiques, alors ça n'a rien à voir avec des kystes. Hein. Les kystes, normalement, ce sont des excroissances qui se développent dans le corps. Les ovaires polykystiques n'ont pas de kystes, mais leur apparence fait penser comme s'il y avait une multitude de kystes. Donc voilà, 3 extraits inquiétants, problématiques. Thierry Casasnovas ne cesse de donner des conseils aux femmes. Il recommande d'insérer à l'intérieur du vagin, je crois, de l'eucalyptus pour la sécheresse vaginale. Non mais quelle catastrophe. Il donne des conseils sur la fertilité qui n'ont aucun sens. Il explique que le syndrome des ovaires polykystiques, en réalité, ce ne sont pas des kystes. Il a une propension à parler de choses qu'il ne connaît pas avec une assurance et une arrogance assez dingue. Le problème, c'est qu'il parle de problèmes de santé qui concernent beaucoup de femmes. L'endométriose, les douleurs de règles, les troubles de la fertilité. Des femmes qui sont le public majoritaire de sa chaîne qui vont tomber sur ces trucs-là et imaginez les dégâts que ça peut potentiellement avoir sur leur corps de tomber sur ce genre de trucs. J'ai fait une fausse couche tardive. Eh bien, pour avoir des enfants, il faut avoir un corps en bonne santé. Voilà, donc, j'ai fait une fausse couche tardive. Une femme lui écrit ça. La première des choses, la première façon dont un être humain normal devrait réagir, c'est, je sais pas, de dire qu'on est désolé, que c'est terrible. Non. Là, c'est du shaming de la mère, instantanément. Tu as perdu ton enfant? Bah ouais. Bah fallait être en bonne santé avant de faire des enfants. Et je vous assure que j'exagère pas, que c'est le fond de la vidéo. Écoutez la suite. Globalement, je veux dire, c'est la base. C'est-à-dire quand un enfant est éliminé par ses parents, c'est qu'il n'est pas viable. Et c'est aussi simple que ça. Un embryon qui...
Un enfant est éliminé par ses parents. Il emploie mais un vocabulaire, mais d'une brutalité. Ne prend pas, ou qu'il y a une fausse couche en cours, c'est qu'il n'est pas viable. Et il vaut mieux qu'il ne... Non, 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 non. Il n'y a pas de fausse couche uniquement parce que l'embryon n'est pas viable. Il y a des pathologies qui peuvent toucher la mère qui entraînent des fausses couches. C'est faux de dire que à chaque fois qu'il y a une fausse couche parce qu'un embryon n'est pas viable. ne viennent pas à la vie. Il vaut mieux qu'ils ne viennent pas à la vie. Mais si en plus tu forces... Dire il vaut mieux qu'un embryon... S'il y a une fausse couche, il valait mieux qu'il ne vienne pas à la vie parce qu'il n'était pas viable. Mais quelle méconnaissance et quelle incapacité d'avoir un discours réconfortant à l'égard des femmes qui perdent leur enfant en couche. J'éprouve un mépris à l'encontre de ce personnage à l'heure actuelle, vous n'imaginez pas. Force à venir au monde des enfants qui sinon ne seraient pas viables, pour moi c'est une aberration totale. Si on force à venir au monde un enfant qui ne serait pas viable, c'est une aberration totale. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il appelle un embryon pas viable? S'il n'est pas viable au sens de ce qu'il entendait au début de la vidéo, bah du coup il peut pas naître, il va y avoir une fausse couche. Mais du coup s'il est né, c'est qu'en fait il est viable mais pas viable. Il entend quoi par là? Pas trisomique par exemple, ce genre de choses, je ne comprends pas ce qu'il essaye de dire. Extrait suivant. Octobre Rose nous est présenté comme un grand mouvement de lutte, de prévention du cancer. Mais c'est absolument pas un mouvement de prévention du cancer. Alors là, Thierry Casasnovas, il est en VTT sur une descente, en roue libre, les freins ont cassé, il va tout droit. Donc Octobre Rose, un grand mois de prévention de la recherche du cancer du sein. On détecte à peu près 60 000 cancers du sein, quasiment tous chez les femmes en France tous les ans. Il y a encore plus de 12 000 décès annuels liés à cette maladie. Et lui nous dit que ça n'est pas une campagne de prévention. Alors qu'est-ce qu'il dit du mois Octobre Rose, qui est un mois du coup où l'accès aux mammographies est extrêmement facilité par l'État et donc on peut aller détecter un cancer du sein. Le principe de détecter un cancer du sein tôt, c'est que plus tôt on va le détecter et moins lourds seront les traitements pour le soigner et potentiellement on évite évidemment les catastrophes type métastase qui pourra apparaître et puis bah évidemment la pire des choses qui puisse arriver, la mort. Mais Thierry il dit pas ça aux femmes. Qu'est-ce qu'il leur dit aux femmes ? C'est pas du tout, ça fait pas partie d'une politique de santé. On t'apprend pas quelles sont les conditions de vie qui vont faire que tu vas pouvoir te prémunir de l'apparition d'un cancer. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on te précipite beaucoup plus rapidement vers la case chimio, radio et ablation. Alors c'est précisément l'inverse. Plus on va détecter le cancer du sein tôt et moins on aura besoin de sortir l'artillerie lourde pour le soigner. Je veux dire, c'est un accélérateur de médicalisation de nos corps. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça rapporte énormément d'argent. Donc il explique que c'est un accélérateur de médicalisation. Donc là évidemment il fait peur aux femmes qui peuvent être concernées potentiellement par le cancer du sein, qui regardent cette vidéo et qui vont se dire bah s'il le dit c'est qu'il a raison, donc je vais pas me faire dépister mon cancer du sein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cancers qui peuvent être au départ soignables, pas trop méchants, se retrouver à être complètement envahissants et malheureusement à ôter la vie de la personne qui en souffre. Donc là Thierry Casasnovas c'est criminel ce qu'il est en train de dire. Encore une fois, c'est orienté contre les femmes. Et l'autre chose, avec son délire complotiste de ça rapporte beaucoup d'argent, mais en fait c'est tout l'inverse. Plus vous allez détecter un cancer tôt, plus les traitements que vous allez utiliser pour le cancer seront peu coûteux et moins ça va rapporter d'argent à l'État. Pour le coup, les campagnes de prévention ont un intérêt à la fois pour la santé des gens et à la fois pour les finances des gens et de l'État. Et les mammographies, ça rapporte énormément d'argent. C'est un énorme business qui est mis en place. Non mais dire que les mammographies rapportent plus que les chimios, enfin je veux dire, il faut vraiment ne jamais avoir ouvert un livre de médecine ou mis un pied à l'hôpital pour raconter des bêtises pareilles. Il faut que vous vous rendiez compte que vos corps sont marchandisés dans la maladie. Nous n'avons pas une politique. Ah, très bien. Les corps sont marchandisés dans la maladie, mais vous n'avez pas l'impression que c'est exactement ce qu'il fait ? À systématiquement détourner les femmes des traitements médicaux, à leur expliquer qu'elles ne prennent pas les bonnes décisions, que si elles ont des troubles de la fertilité ou qu'elles perdent des enfants, c'est parce qu'elles sont pas en bonne santé, et lui arriver derrière en disant « j'ai un extracteur de jus, avec ça je relance votre système immunitaire et vous allez guérir », vous n'avez pas l'impression qu'il est la personne qu'il dénonce. Nous avons une politique de maladie avec de la valeur qui est créée sur la maladie, qui rapporte de l'argent parce que vous êtes malade. Il n'y a aucun intérêt à vous mettre en bonne santé. Moi, Octobre Rose, j'attends le jour où les gars vont réellement parler d'alimentation, de stress, qui sont connus comme des facteurs extrêmement importants. Donc là, Thierry Casasnovas sous-entend qu'il ne faut pas aller voir les médecins parce qu'ils ne donnent pas de conseils hypnodététiques. Écoutez, moi, mes études médicales / paramédicales, elles commencent à dater maintenant. Ouais, c'est clair que ça date, j'ai dû les commencer il y a 17 ans. Déjà à l'époque, dans les ECN qu'on utilisait pour travailler, qui sont des bouquins que les internes utilisent pour passer leur internat,
quasiment à chaque pathologie, il parlait des règles hygiéno-diététiques. Déjà, hein, il y a quasiment 20 ans. Il parlait de l'importance de faire du sport, de l'importance d'une alimentation saine, de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool. Et Thierry Casasnovas sous-entend encore, aux femmes qui les regardent, les médecins, ils veulent vous médicaliser, et moi, je vais vous donner des conseils qui vont vous empêcher de tomber malade. Mais les règles hygiéno-diététiques ne vont pas empêcher la personne de tomber malade. Elles vont, on va dire, diminuer la prévalence de la fréquence d'une maladie, mais on peut quand même tomber malade malgré tout. Et donc, en fait, il ne cesse de donner ces conseils-là très étranges, qui sont des conseils toujours à côté de la plaque, qui aboutissent très régulièrement à des communications sur « mais moi je veux vous vendre un extracteur de jus pour vous permettre justement d'avoir un bon système immunitaire et de jamais tomber malade ». Donc c'est lui qui capitalise sur la santé des femmes. L'apparition des cancers, hein, on dit que plus de 70% des cancers pourraient être prévenus simplement par des modifications de l'hygiène de vie. Alors non, 70% ça me paraît surréaliste. Par contre, ce qui est tout à fait vrai, c'est que pour prévenir la mortalité due au cancer, il y a un truc qui marche très bien, et bah c'est la prévention. Comme par exemple Octobre Rose. Moi je dis que c'est plus de 70%, c'est 90, 95, 100% des cancers pourraient être modifiés, pourraient être prévenus. Voilà ce qu'il dit à des femmes. 100% de vos cancers du sein, on peut les prévenir avec des règles hygiéno-diététiques que lui possède. On pourrait les prévenir, par des modifications de l'hygiène de vie. Mais c'est pas ça Octobre Rose. Octobre Rose, c'est juste un accélérateur pour te mettre dans la case de chimio-radio, ablation, hôpital, traitement, mutilation. Et c'est pour ça que c'est un foutage de gueule. Puis alors vous voyez, le ton avec lequel il parle, c'est un ton qui est mais terrorisant. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo-là, qui ont eu quelqu'un dans leur famille qui a souffert d'un cancer du sein, je connais assez peu de femmes qui n'aient eu personne dans la famille qui souffre d'un cancer du sein, vous vous rendez compte l'impact que ça peut avoir sur leur tête. Donc en fait, Thierry Casasnovas, c'est ça. Un ultra conservateur, adoré des réseaux égalité-réconciliation. J'ai pas voulu orienter ma critique par rapport à ça parce que l'extrême droite, c'est pas illégal, donc bah voilà, il est relayé uniquement par des sites d'extrême droite, c'est un fait. Moi, ça me dérange, mais c'est pas là-dessus que je voulais centrer mon discours. Mais voilà, c'est un type qui est en permanence relayé par ce genre de site-là, ultra culpabilisant avec les femmes, militant contre l'IVG, fâché à l'idée que certaines femmes puissent avoir plusieurs partenaires sexuels, dans le contrôle de leur sexualité, dans le contrôle de leur contraception. Quelqu'un qui croit au rôle stéréotypé, sexiste de la femme qui doit s'occuper de l'intérieur, qu'il perçoit comme des personnes sans volonté, qui leur donne des conseils de santé complètement aberrants en capitalisant sur leur souffrance et qui, pire que tout, l'une des premières causes de décès en France des femmes, l'une des pathologies les plus courantes des femmes, les détourne de ce qui leur ferait potentiellement du bien. Cet homme tient l'un des discours les plus misogynes que j'ai pu entendre de ma vie sur internet. Je pense que c'est un danger. Et je tiens à témoigner encore une fois mon soutien à la spectatrice de la chaîne dont la maman est tombée dans cette secte avec Thierry Casasnovas, a refusé de se soigner et est décédée prématurément. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses que je pouvais vous dire sur Thierry Casasnovas, en particulier mes motivations qui m'ont poussé à faire cette émission-là, mais quelque part, voilà, je voulais me recentrer sur l'essentiel. J'espère que l'émission vous a plu, qu'elle vous a pas trop mise en colère. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt.